Bienvenue à la seconde partie de la 15e édition des ANED. Je suis Charlotte Couplet, membre du pôle ANED du B3D et aussi ambassadrice de TBS pour la COP étudiante. Et je serai l'animatrice de cette conférence qui porte sur le thème de l'éducation et plus précisément sur l'importance de la transition socio-environnementale des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme vous le savez, l'école, donc TBS, est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED, qui sont organisées en grande partie par des étudiants de Prism et du B3D, ça fait partie maintenant des rendez-vous un peu incontournables en termes de développement durable de TBS. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir Florent Vince, le président de la COP2 étudiante, et Quentin Topin, un coordinateur du projet de la COP. Donc, ils vont nous parler du travail de la COP étudiante, qui est une association qui utilise l'intelligence collective et qui met les étudiants au cœur de la réflexion sur la transition des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais ils en parleront bien mieux que moi. Donc, avant de leur passer la parole, je vous demande de ne pas allumer vos caméras ni vos micros. Et je vous dis que la conférence se déroulera en 2 temps. D'abord, il va y avoir 45 minutes d'intervention de Quentin et Florent. Et ensuite, il y aura 15 minutes de questions que vous pouvez poser via le chat et que je lirai pendant le temps imparti, mais vous pouvez me les poser. Donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation, Florent et Quentin. Et je me tais et je vous laisse la parole. Merci Charlotte, merci à vous pour l'invitation à intervenir et bravo pour le travail que vous faites aux ANED. Donc, effectivement, je m'appelle Florent Vince, je suis étudiant ingénieur et président de la COP2 étudiante depuis bientôt 1 an. Quentin, si tu veux te représenter rapidement, vas-y. Ouais, bonjour tout le monde. Et merci pour l'invitation. Je vois qu'il y a presque une centaine de personnes, donc c'est chouette. Donc moi, c'est Quentin. Donc l'an dernier, j'étais bénévole à la COP et cette année, du coup, je coordonne le projet dans son ensemble avec l'équipe coordinatrice, dont Florent qui est ici. Et puis, on a deux ambassadeurs aussi de votre école. On a Charlotte et Mathis qui sont là. Et puis, voilà, je suis jeune diplômé d'une école d'ingénieur à Grenoble aussi. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une conférence qui s'appelle All Cop en bullshit, pour interrogation, derrière ce titre un peu provocateur. L'idée, c'est de questionner à la fois le processus des COP, justement, comment ça fonctionne, pourquoi nous on a appelé COP d'étudiants, ce qu'on a repris dedans, de questionner la question, enfin de poser la question de l'échelle à laquelle on intervient sur la transition écologique, échelle internationale, locale, échelle de l'enseignement supérieur ou plus globale. Donc, on va essayer modestement, de vous faire un petit tour d'horizon de tout ça, de vous présenter ce que c'est la COP2 étudiante et comment est né le projet, ce qu'il a à proposer. Et ben on va commencer par un mural. Si tu peux mettre, Charlotte, le lien dans le chat. Donc, mural, c'est un outil interactif où on va vous proposer de répondre à une question. C'est simple, il suffit donc vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le mural. Et il vous suffit de double-cliquer sur n'importe où sur la feuille pour faire apparaître un post-it sur lequel vous pouvez noter une réponse à la question qu'on vous pose, et la question étant « Et toi, tu fais quoi pour l'écologie ?» Donc, alors moi, c'est en train de charger, mais voilà, vous double-cliquez. On va essayer de faire peut-être pas plus d'un post-it, d'une idée par personne, parce que sinon, avec beaucoup de participants, ça va être un peu compliqué à gérer. Mais voilà, vous mettez un truc que vous faites pour l'écologie, que ce soit dans votre vie perso, que ce soit depuis longtemps, depuis récemment, un truc qui vous passe par la tête, quoi. On va voir en quelques minutes ce que ça donne à la fin. Exactement, et du coup, je me permets de rajouter, je vais mettre un petit timer de 5 minutes. Voilà, on se laisse 5 minutes pour mettre à peu près toutes nos idées. Et on va essayer de faire un petit tri avec Florent en attendant. Donc, on se rejoint dans 5 minutes. À tout de suite. Vous pouvez mettre des petits stickers sur le côté, vous avez, si vous voulez décorer votre post-it ou pas, enfin, c'est libre. Et si on déplace vos post-it, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on fait un peu de tri par rapport à comment on veut utiliser ce mural, mais ils n'ont pas disparu, quoi.
Ok, donc on commence déjà à avoir pas mal d'idées de présentes. Il reste un peu de temps, mais on ne va peut-être pas utiliser les 5 minutes complètes. S'il y en a qui veulent rajouter encore une idée, c'est le moment. Et puis, sinon, on va pouvoir passer au débrief de tout ça. Ok, bon, je pense qu'on peut dire que c'est bon, Quentin. On y va. Alors, vous devez vous demander quel... Vous voyez mon écran là? Vous voyez juste le diapo? Non, vous voyez bien le mural, parfait. Vous devez vous demander quel tri on a fait, vu qu'en fait, on a mis tous les post-it au même endroit. Mais c'est simple, on a mis à gauche tous les post-it qui relèvent d'actions individuelles et à droite, tout ce que vous avez proposé qui relève d'actions collectives. Donc, pour le coup, il n'y a pas d'action collective et c'est normal, c'est un peu le résultat qu'on attendait. Donc, il y a plein de choses qui reviennent, hein, faire attention à ce qu'on achète, faire attention à son mode de déplacement, covoiturage, transport en commun, vélo, mettre un composteur dans le jardin, acheter bio, acheter en fonction de Yuka, faire attention au tri des déchets, à la consommation de plastique, etc. C'est plein d'actions individuelles, c'est super. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'actions collectives à côté, évidemment, hein. Par exemple, l'équipe organisatrice des ANED, on peut déjà parler d'actions collectives qui est en soi pour l'écologie. Mais quand on parle d'écologie, c'est vrai qu'on pense d'abord à tout ce qui va être action plutôt individuelle. Or, ça ne suffit pas, les actions individuelles pour l'écologie. Grosso modo, en termes simplement d'émissions carbone, on estime qu'il y a 20% des réductions de carbone qu'il faut atteindre pour respecter l'accord de Paris qui relèvent des actions individuelles et 80% c'est du structurel. Donc, ça veut dire qu'il faut changer de façon collective, de façon plus systémique notre fonctionnement et pas se contenter de se déplacer à vélo. Ça, c'est un constat qu'on est... C'est un constat qu'on n'est pas les seuls à faire. Il a été fait par un consensus scientifique il y a déjà quelques temps et c'est pour ça qu'il y a les COP qui ont été créés, les Conference of Parties. Donc, ça a été créé en 1995, il y a eu la première Conference of Parties. Ça a été créé par la CNUC, qui est une branche de l'ONU, à l'instar de l'UNESCO ou de l'UNICEF, par exemple. La CNUC, c'est-à-dire Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. C'est un nom un peu compliqué pour dire qu'il y a une branche de l'ONU qui se consacre à l'organisation de Conference of Parties. Et ces conférences des parties, concrètement, c'est quoi? Eh bien, les pays du monde entier se sont dit, plutôt que de faire des trucs chacun de notre côté, donc de privilégier l'individuel, en même temps de faire des trucs chacun de notre côté, on va aussi se concerter pour mener des actions collectives à l'échelle internationale et pour réussir à impulser quelque chose de façon vraiment collective, qu'on ne fasse pas ça chacun dans notre coin sans se concerter. Donc, c'est une idée qui est complètement louable et qui est complètement en phase avec ce qu'on observait avant, hein. On a tendance à penser d'abord à l'individuel pour l'écologie, alors qu'il faut penser systémique. Donc, première COP à Berlin en 1995. Ensuite, il y en a eu 25 jusqu'à présent. Quelques-unes marquantes, la COP3, le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, c'est le premier accord international sur le climat signé par énormément de pays. La COP15 à Copenhague, qui a été un échec assez cuisant et qui montre qu'il y a eu des couacs parfois dans la collaboration des COP, que ça a été plus ou moins un succès. La COP21, qui à l'inverse de la COP15 est souvent présentée comme un gros succès, c'est là vous en avez sans doute entendu parler. Elle avait lieu à Paris, elle a donné lieu à l'accord de Paris, où les pays s'engagent, les pays signataires s'engagent à limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés d'ici à 2100, le réchauffement climatique. La dernière COP qui a eu lieu, c'était la COP 25 à Madrid. En 2020, normalement, il y en a une chaque année, vers fin novembre, début décembre. Il n'y en a pas eu en 2020 à cause du coronavirus, mais il y aura une COP 26 en décembre 2021 à Glasgow cette fois-ci. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on met tous les pays membres de la CNUC autour de la table et on les fait discuter et trouver des accords qui conviennent à chacun des pays. Donc, c'est une démarche qui est super intelligente parce que ça repose effectivement sur l'intelligence collective. L'idée, c'est de dire, plutôt que les pays fassent leur truc dans leur coin, s'imposent des trucs les uns les autres, etc., on va les mettre tous d'accord, on va faire en sorte que ça convienne à tout le monde, histoire que tout le monde puisse l'appliquer. Il y a une idée de transparence derrière, hein, tout est transparent sur les négociations qui sont menées, qui sont gérées par la CNUC, inclure tous les pays membres de l'ONU pour ne pas en laisser sur la touche. Donc, on est vraiment sur un processus super inclusif et fantastique. Présenté comme ça vend du rêve. Et donc, Quentin, je suis curieux que tu nous présentes les super conclusions qu'on a pu tirer de ces COP miracle.
Oui, alors effectivement, je vais vous présenter les superbes conclusions des COP internationales sur le climat. Donc, ce qu'on a pu observer, si tu peux passer un petit peu à la suite, Florent, et ce qu'on a pu observer dans la courbe qu'on vous montrer, en fait, c'est la courbe de Killing, donc la courbe qui vous montre en fait l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère en fonction des années. Et là, donc, vous voyez que la courbe s'étend des années 1960 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et donc, cette slide, je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue. C'est une slide tirée de Jean-Marc Jancovici lors de sa présentation à l'Atlanticomium, justement pour montrer un petit peu les résultats des COP effectifs sur la concentration en CO2 de l'atmosphère. Puisque comme les COP étant des conférences réunissant tous les acteurs, du moins la majorité des États sur la Terre entière, pour se mettre d'accord sur des objectifs communs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2, on voit qu'il n'y a pas d'évolution sur cette courbe, pas de baisse, que ce soit après la première COP ou après la dernière COP. On a même une augmentation qui d'ailleurs n'est pas tout à fait linéaire de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est bien une preuve que actuellement le système des COP tel qu'il est fait, en tout cas de manière internationale, ne fonctionne pas, même si médiatiquement il y a un gros impact et c'est très important qu'on en parle, c'est très important qu'on parle de ces problèmes. Mais ce qu'on observe, en tout cas, c'est que dans les mesures qui sont prises, actuellement, il n'y a pas grand-chose de palpable. Et donc, on a mis une petite image à côté de la COP25 avec le P qui commence à s'en aller pour montrer un petit peu la désuétude dans laquelle on tombe quand on parle souvent des COP. Voilà, donc c'était un petit point de nuance sur les COP qu'on essaye de vous apporter ici. Exactement. Alors, vous vous dites sans doute que cette courbe-là qu'on vous présente est extrêmement cynique. Effectivement, elle est très cynique et que c'est prêter trop d'ambition au COP que d'infléchir la courbe d'émissions de CO2, mais c'est bien l'ambition qui avait été donnée à la base. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être observateur à la COP25, justement, en 2021 à Madrid. Et sur place, c'est flagrant comment on se rend compte qu'il y a tout un tas de mécanismes, que ce soit géopolitiques, économiques ou quoi, qui contraignent énormément les pays, qui font qu'on aboutit, pour mettre tout le monde d'accord, à des accords qui sont au final très peu ambitieux. Et le problème de la CNUC, c'est que pour réussir à avoir tous les pays et à leur faire signer un document, elle n'a pas de mesures coercitives, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas contraindre les pays à payer des amendes, par exemple, s'ils ne respectent pas l'accord. On est sur quelque chose d'assez symbolique et ça explique que typiquement, tenir l'accord de Paris et limiter le réchauffement sensiblement en dessous de 2 degrés, c'est comme ça que c'est formulé, même si ça ne veut pas dire grand-chose sensiblement, en dessous de 2 degrés d'ici 2100, ça risque d'être très, très, très compliqué. Et il y a en fait il y a une telle complexité au niveau international que, à titre personnel, en tout cas, si vous voulez mon retour d'expérience, je suis sorti de la COP25 en me disant ça ne viendra jamais d'en haut. On est foutu si on attend que ce soit les gouvernements qui prennent les bonnes décisions et qu'après ça retombe à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle locale. C'est quelque chose que les marches pour le climat, notamment Fridays for Future, montrent pas mal. Il y a une espèce d'impatience, d'appel de la société civile à beaucoup plus d'actions par les gouvernements, qui n'est pas forcément entendu. On a aussi cet exemple-là avec la loi climat qui est débattue depuis lundi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été pas mal critiqué pour avoir dépossédé la loi climat de son ambition, on va dire. Donc, sur les COP, en fait, est-ce que les COP, ça marche? Pas tellement. À la fois, c'est nécessaire d'avoir cette coordination au niveau international des pays. Il y a des trucs positifs qui sont sortis des COP, ne serait-ce qu'en termes de prise de conscience, etc. Mais en fait, il ne faut surtout pas attendre que ça vienne de là et il faut… de plus en plus, la société civile sort des COP en se disant il faut que ce soit une logique bottom-up, donc du bas vers le haut, et que ça vienne d'en bas, du niveau local, et que ça remonte jusqu'au niveau international. Et nous, du coup, pourquoi est-ce qu'on a appelé notre COP la COP des étudiantes si les COP, ça ne marche pas? C'est pas très futé. Et en fait, c'est parce que tout simplement, on a cherché à reprendre l'avantage du fonctionnement des COP. Une fois qu'on fait abstraction de tous les verrous, on va dire, géopolitiques, économiques, sociétaux, de tout ce qui fait que les COP internationales, au final, ça ne marche pas. Si on enlève ça sur la forme et sur le fonctionnement, il y a des choses qui sont vachement intéressantes à reprendre. L'intelligence collective,
c'est tout simplement dire on ne va pas laisser chacun faire son truc dans son coin, mais on va réfléchir tous ensemble avec toutes les parties prenantes. Hein. Le P dans COP, c'est pour parties, donc c'est vraiment cette idée d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table pour réfléchir. Donc, à la COP2 étudiante, le scope qu'on s'est donné n'est pas du tout le même que les COP internationales. On est sur une échelle plus locale. Nous, en l'occurrence, l'échelle nationale, mais avec des groupes de travail qui sont à l'échelle d'un établissement. Donc, on privilégie vraiment le local. On est sur un scope qui est exclusivement l'enseignement supérieur, l'écologie dans l'enseignement supérieur et notamment la formation à l'écologie. Et l'idée, c'est de réunir toutes les parties prenantes. Donc, Quentin va vous expliquer ça dans le détail, mais d'avoir à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs, l'administration de l'établissement pour concilier des points de vue divergents et trouver des solutions qui soient pertinentes, qui conviennent à toutes les parties prenantes et qu'on soit dans une démarche de co-construction. C'est un mot qu'on aime bien, co-construction. Il y a vraiment cette idée de chacun apporte son élément, on ne laisse pas les étudiants sur le carreau. Ce n'est pas les étudiants qui font leur truc dans leur coin et qui amènent ça à l'administration alors que ça ne colle pas du tout à la réalité de l'administration. Donc, cette idée-là, ce processus de COP, il nous a paru vachement intéressant dans notre association et c'est pour ça qu'on l'a réutilisé et qu'on s'appelle la COP2 étudiante. Et dans le détail, ça marche comment? Je laisse la parole à Quentin. Oui, je me rends compte aussi, juste une petite précision, on appelle ça COP2. Pourquoi vous ne dites pas, on n'appelle pas ça COP1? Parce que la COP1, du coup, voilà, ça a déjà existé. Donc, ça a eu lieu en fait en octobre 2019. C'est des étudiants de Schema Business School à Paris qui avaient organisé ça, qui était un super événement de rencontre entre les jeunes. Et en fait, c'était surtout un événement de rencontre, mais qui n'avait pas… disons qu'à proprement parler, il n'y avait pas vraiment d'aspect de COP. En tout cas, il y avait un volet festival et un volet forum, si vous voulez, de rencontre des acteurs. Mais il n'y avait pas vraiment d'aspect décisionnaire avec des institutionnels, des enseignants-chercheurs, etc. Donc voilà, ce qu'on a essayé de faire là dans la COP2, c'est d'inclure ce volet-là en plus. Donc on est un peu plus ambitieux. Mais quand même, je tiens à dire quand même que la COP1 étudiante a été un grand mouvement pour lancer les mouvements de jeunes sur le climat. Donc, c'était un catalyseur pour ça. Et franchement, merci beaucoup à l'école de la COP1. Je ne sais pas s'ils sont là ou pas, mais voilà, en tout cas, c'était très chouette comme événement. Et donc, du coup, là, on va vous parler maintenant de la COP2 étudiante, donc ce qu'on est en train d'organiser et qui va s'organiser d'ailleurs la semaine, pas le week-end là, mais le week-end d'après, donc le 10 et 11 avril. Donc, nous, l'idée, c'est de reprendre cette logique bottom-up. Ouais, merci Florent. Là, vous avez un peu un visuel qui apparaît. Oulala, il y a plein d'informations. Je vais vous les décrire, donc pas besoin de trop vous fixer sur le visuel. En fait, ce qu'on a décidé, c'est dans le contexte sanitaire, on est obligé de faire des réunions en distanciel. Donc, on a prévu des réunions en distanciel avec des groupes tripartites, c'est-à-dire comprenant à la fois des étudiants, des institutionnels. Donc, ce qu'on appelle institutionnel, en fait, c'est le personnel d'établissement administratif ou technique, en dehors des enseignants et des chercheurs, et 4 enseignants ou chercheurs, ça peut être aussi les deux, des fois c'est des enseignants-chercheurs, de manière à ce qu'il y ait un dialogue vraiment entre toutes ces parties, parce que c'est les principales parties prenantes au sein des établissements, d'avoir un dialogue sur 8 thématiques qu'on détaillera un petit peu après. Et donc, ces groupes, à chaque fois, sont gérés par 2 ambassadeurs qui sont aussi des étudiants. Donc, dans votre école, il s'agit de Charlotte qui est ici avec Mathis. Super ambassadeurs d'ailleurs. Et vous avez aussi donc des responsables régionaux qui sont donc eux qui vont rapatrier, si vous voulez, qui vont coordonner les établissements à l'échelle de groupes de régions. Pourquoi des groupes de régions? Parce que tout simplement, on a fait des répartitions pour que le nombre d'étudiants soit à peu près égal entre les régions. Donc, vous doutez bien que dans les DOM-TOM, il y a un petit peu moins d'étudiants qu'à Paris. Donc, c'est pour ça que le groupe 1, il n'y a que l'Île-de-France, et puis le groupe 6, il y a toute la Bretagne. Non pas que la Bretagne soit lacunaire avec les DOM-TOM. Et voilà, donc vous avez la répartition des différents groupes qui est ici. Donc, il y en a 6 en tout. Et donc, nous, après, donc là, normalement, ces groupes travaillent entre eux. Donc, ils ont 6 séances de 2 heures. Première séance de 2 heures, en gros, c'est une séance de brainstorming plutôt sur apporter des idées, des lots d'idées personnelles et collectives sur des problématiques que vous allez voir. Il y a les enjeux de formation, il y a les enjeux de recherche, il y a des enjeux, on les détaillera un petit peu plus après. Et puis, la deuxième séance, c'est vraiment pour aller chercher
comment on met en œuvre ces solutions, parce que c'est ça qui est très compliqué. On le voit bien avec les COP, hein. On trouve un consensus sur les objectifs, mais on ne trouve pas de consensus sur la mise en œuvre. Et ça, c'est très compliqué. La mise en œuvre, c'est quelque chose qui dépend du territoire, c'est quelque chose qui dépend localement en fait, de votre environnement. En fait. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ces actions plus locales, donc avec des groupes où ici, les parties de la COP ne sont pas des États, mais sont représentés par des établissements d'enseignement supérieur. Donc voilà, et toutes ces synthèses du coup, de tous ces groupes de travail nous ont été récemment envoyées. Donc là, pour vous dire, on est en train de trier, on est en train de faire un livre blanc qui va rassembler toutes les synthèses de tous les groupes de travail. Actuellement, il fait plus de 300 pages et on n'a pas encore inclus toutes les synthèses. Et ensuite, il faut qu'on fasse du tri pour le présenter du coup la semaine prochaine. Autant vous dire qu'on est sur les chapeaux de roue. Voilà. Et donc, du coup, la semaine prochaine, le 10 et 11 avril, on proposera la signature d'un accord national qui mettra toutes les parties d'accord sur des objectifs communs. Donc, comme à la COP 21 avec l'accord de Paris, nous on propose l'accord de Grenoble qui lui rassemblera des propositions, mais pour accélérer la transition socio-écologique dans l'enseignement supérieur en général. Donc, c'est un peu plus large que simplement, disons que simplement, c'est pas simple comme problème, mais que le problème climatique, c'est plus large. Hein. Voilà, on parle vraiment d'aspect social et d'aspect écologique aussi. Et puis aussi, on voulait vous parler plus particulièrement de l'éducation, puisque c'est aussi le thème de ces ANED, qui est, selon nous, en tout cas à la COP, un excellent levier de la transition. Moi, personnellement, je dirais même le premier, c'est-à-dire que on le voit bien, par exemple, avec le mouvement, je sais pas, par exemple, les mouvements des jeunes, notamment l'idée par Greta Thunberg, on voit bien qu'il y a un espèce d'effet boule de neige, c'est-à-dire que les gens prennent conscience petit à petit des problématiques et s'emparent des problèmes et donc des solutions derrière. Puisque les solutions, je pense que vous l'avez compris, les solutions sont extrêmement complexes et dépendent de tellement de paramètres que c'est difficile de trouver des consensus là-dessus. Donc c'est pour ça que l'éducation, on estime que c'est un très bon moyen de résoudre ces problèmes. Après, quand on entend éducation, on parle aussi d'éducation au développement durable. Donc, je voudrais juste mettre un petit point de vigilance sur le terme de développement durable. Et du coup, pour ça, je vous propose une définition que nous, on avait déjà définie dans l'accord de Grenoble, qui va paraître la semaine prochaine, mais qui est plus spécifique. On a appelé ça, nous, la transition socio-écologique. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais c'est pour dire qu'on considère que dans l'écologie, il y a aussi le terme social, mais on le précise pour ajouter cette dimension-là. Et on l'a défini de cette manière. Donc, c'est l'évolution et la transformation d'un modèle économique et social qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de se déplacer, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux liés au changement climatique, à l'épuisement des ressources, à la perte accélérée de la biodiversité, à la multiplication des risques sanitaires environnementaux, on le constate bien, et aux inégalités sociales. Voilà, donc ça, c'est une grande définition de ce qu'on appelle le développement durable. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est parfait. Mais souvent, il y a des désaccords et nouveau point de vigilance, souvent on sous-entend dans le mot développement durable une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Ça, vous avez pu l'entendre, je pense, plusieurs fois avec Jean-Marc Jancovici et Philippe Biux notamment. Et donc, si vous allez voir leur conférence, vous comprendrez assez rapidement que nous avons un besoin de sobriété énergétique et même une sobriété au sens large du terme dans notre façon de consommer, qui est importante. On l'a vu, chacune d'entre vous a proposé des solutions qui concernent la consommation, les actions individuelles, et c'est très bien, puisque ça, c'est un besoin de sobriété qui est répondu par ces actions-là. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que dans l'éducation au développement durable, je m'adresse ici plutôt à des personnes qui sont du coup en école de commerce, de ce que je comprends. Je pense que vous avez déjà dû voir ces notions de marketing vert, qui est tout à fait honorable. Qui est une manière, donc c'est l'utilisation d'un positionnement écologique d'une marque ou d'un produit comme argument de vente ou la communication sur des actions environnementales de l'entreprise pour valoriser son image de marque. Aucun souci. Petit souci quand même parfois, c'est que, par exemple, sur tout ce qui est publicité pour les SUV, par exemple, les grosses voitures en ce moment, qui sont très à la mode, surtout quasiment toutes les pubs de voitures que vous en verrez, hein, c'est des pubs pour des SUV, donc c'est entre des 4x4, mais pour la ville. Est-ce que réellement, on a un besoin d'avoir un SUV tous quand on habite dans une ville puisque, en fait, ce besoin, si vous voulez, va faire que derrière, vous aurez une production, donc vous allez demander des ressources, vous allez demander de l'énergie, et tout ça, en fait,
ça va contribuer à finalement augmenter la consommation énergétique et augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un effet de rebond technologique qu'on appelle, c'est-à-dire que si vous proposez une nouvelle technologie qui est peut-être plus efficace énergétiquement, en fait, tous les gens vont aller dessus. Et puis derrière, finalement, vous aurez un effet rebond qui fait que vous aurez plus de consommation énergétique au final. Là où je voulais en venir avec toutes ces propositions, c'est à la Convention citoyenne pour le climat. Puisque la Convention citoyenne pour le climat, effectivement, ils ont proposé dans une de leurs propositions de réduire la publicité, même d'interdire la publicité pour les SUV. Et finalement, quand c'est passé dans les mains du gouvernement, c'était plutôt interdire la publicité sur les énergies fossiles. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de publicité sur les énergies fossiles, je ne sais pas si vous en connaissez. En tout cas, voilà, sur tout ce qui est SUV, par exemple, ça, c'est des mesures qui, on voit, sont délicates à faire accepter. Et pourtant, ces citoyens qui étaient dans la Convention citoyenne, la majorité n'était pas sensibilisée à ces défis. En fait, ils ont suivi pendant plusieurs mois, pendant 8 mois presque, même plus maintenant, on pourrait dire, une éducation et une formation aux enjeux socio-écologiques. Et ils ont compris, en fait, tout simplement, on leur a fait comprendre que, en fait, pour être sobre, il va falloir nécessairement adapter des mesures dans un esprit de justice sociale. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est 149 propositions qui ont été soumises et donc ensuite intégrées dans le projet de loi Climat et Résilience. Et donc, nous voyons que l'éducation, du coup, et la formation, en tout cas, pour ces personnes-là, leur ont permis justement d'aller proposer ces solutions. Et donc, voilà, c'était juste une petite digression, une grande digression, pardon, pour vous montrer que l'éducation et la formation, c'est vraiment un moyen très efficace pour faire prendre conscience aux gens d'actions concrètes et aussi collectives. Est-ce que Florent, tu peux… Ouais, super, merci. Et donc, du coup, là où aussi on voulait vous parler d'autre chose, c'est que récemment, donc ce lundi, en fait, a été publié un rapport du groupe de travail intitulé « Enseigner la transition écologique dans le supérieur », qui d'ailleurs a été présidé par Jean Jouzel, qui est en ce moment dans une autre salle en parallèle, en train de faire sa conférence. Et donc, dans ce rapport, sont mentionnés, donc il a été remis le 8 juillet 2020 à Frédéric Vidal, il est sorti donc publiquement le lundi 29 mars, et dans ce rapport est souligné en particulier donc, la première mesure des recommandations au ministère. Donc, si vous voulez, ce groupe de travail, il est initié par la ministre, une lettre de mission qu'a reçue Jean Jouzel. Et la première recommandation qui apparaît dans ce rapport, c'est « Nous recommandons à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de faire en sorte qu'à brève échéance, 100% des étudiants sortant de l'enseignement supérieur en formation initiale aient été formés aux enjeux, voies et moyens de la transition écologique. La formation continue doit également être mobilisée pour contribuer à cet objectif par une offre dédiée aux actifs déjà en poste. » Alors, la formation initiale, c'est en gros avant que vous soyez diplômé. Et la formation continue, c'est tout ce qui est après. Et donc, là, on voit qu'il y a quand même des mesures fortes qui ont l'intention d'être prises dans les prochains jours et qui sont parfaitement en ligne avec finalement ce qu'on souligne dans l'accord de Grenoble que vous verrez publiquement la semaine prochaine. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que l'éducation, même en ce moment au niveau de notre gouvernement même, on se rend compte que c'est quelque chose qui est extrêmement pris en compte et qui est vraiment et cela prouve que c'est un bon levier de la transition. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. Et sur cette slide, du coup, oui, alors on voulait vous parler aussi des différents axes de travail de la COP d'étudiants. Tout à l'heure, je vous ai parlé des différents ingrédients, justement. Là, je vous les détaille. Donc, ce sur quoi on a proposé au groupe de travail en établissement de travailler ensemble, c'est sur 8 axes. Donc, les 8 axes, les voici. Le premier, c'est donc la formation aux enjeux socio-écologiques. Donc là, c'est toutes les questions, justement, comment former les étudiants, le personnel aussi d'établissement, les enseignants-chercheurs à ces enjeux, puisque voilà, ce qu'on constate aussi, c'est que de notre retour d'expérience, en tout cas à la COP2, c'est qu'il y a un gros problème aussi, puisqu'il y a une majorité des enseignants, des chercheurs qui ne sont pas formés aussi à ces enjeux. Et c'est tout à fait normal, puisqu'ils ne l'ont jamais été, en fait. Donc, c'est un peu normal. Deuxième sujet, c'est la santé et les risques environnementaux. Donc là, on le voit particulièrement bien aujourd'hui, et surtout après les annonces d'hier, que c'est quand même un problème qui risque en plus d'être de plus en plus fréquent, comme annoncé dans des papiers récents l'IPBES.
Donc là, c'est comment faire face aux crises et événements à venir, qu'est-ce qu'on continue d'enseigner ou pas et de quelle manière. Troisième enjeu, c'est la recherche. Mieux comprendre pour mieux agir. Donc, qu'est-ce que la recherche responsable? Comment on pourrait qualifier un projet de recherche qui participe à l'effort de la transition socio-écologique dans notre monde? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Donc là, c'est traité dans cet axe-là. Le quatrième axe, du coup, c'est sur le travail. Donc ça intéresse, je pense, pas mal de personnes qui vont potentiellement être diplômées dans pas longtemps. Qu'est-ce que je vais faire de mes études? Comment je concilie mon travail et mes valeurs écologiques? Et ben, tout ça, c'est dans cet axe de travail que justement, on essaye d'y répondre. Voilà. Un cinquième axe sur la diversité et l'inclusion. Donc là, c'est l'axe un peu plus social de la COP2. Donc, c'est comment inclure justement toutes les personnes, aussi différentes qu'elles soient, sur ces problématiques, puisqu'on a besoin de l'effort vraiment collectif. Le sixième axe, c'est plutôt sur la construction du campus. Donc là, transition et protection de l'environnement. Donc, c'est comment faire pour qu'un campus soit bien construit en termes on peut penser à l'isolation des bâtiments, on peut penser à l'agencement aussi du campus, on peut penser à la régulation, un bâtiment thermorégulé, comme on a par exemple ici à Grenoble, ou utiliser par exemple l'eau de la pluie sur les toits, dans les toilettes, par exemple. Et consommer sur le campus, voilà, c'est le sixième axe. Donc là, c'est plutôt ce qui est relatif à la consommation donc dans les restaurants universitaires. Donc typiquement, voilà, les CROUS, donc les repas végétariens, etc. Et puis la mobilité et les territoires. Là, c'est plutôt tout ce qui est relatif à donc l'intermodalité. Ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est en gros comment on se déplace en mélangeant plusieurs moyens de déplacement. Par exemple, si on habite un peu loin de la ville, on peut mélanger à la fois du bus avec du tram, et puis, j'espère pas, mais du métro. Je sais qu'à Toulouse, il y a un métro, mais bon, il n'est pas très pratique ce métro. Alors, prenez le vélo. Le vélo, c'est beaucoup mieux, voilà. et voilà, donc ça, c'est toutes ces histoires d'intermodalité, c'est comment on mélange les différents transports. Voilà, les différents moyens de transport. Et puis, voilà, donc tous ces axes de travail, il y a à peu près plus de 70 établissements qui ont travaillé là-dessus. Donc là, vous avez une liste avec à peu près tous les logos des établissements qui ont constitué un groupe de travail. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une assez grande diversité, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, mais aussi des universités. On a aussi pas mal d'IEP. Voilà, après des établissements un peu particuliers comme les ENS, où voilà, on a réussi à toucher pas mal d'établissements. On était assez contents de ça. Et ce qui totalise à peu près 900 personnes mobilisées sur ces questions à travers toute la France, puisqu'on a des groupes de travail d'environ 12 personnes plus 2 ambassadeurs, donc ça fait 14 personnes, fois 70, et vous allez tomber à peu près sur environ 900 personnes, parce qu'il y a des groupes où il n'y a pas tout à fait 4 personnes, il y a des groupes où il n'y a pas tout à fait 12, il y en a plus, etc. Donc voilà. Voilà, c'était une présentation de ce que nous, on fait à la COP étudiante. Je vais laisser du coup Florent reprendre la main sur la suite de la présentation. Le but de cette démonstration qu'on vient de faire, c'est pas de faire notre pub, ou pas seulement de faire notre pub en tout cas, mais surtout de montrer qu'il y a une vraie dynamique, il y a un passage à l'échelle autour de ces questions-là. Les 8 axes de travail qu'on vous a présentés, donc l'idée c'est de vous montrer que l'objectif, c'est de se faire pencher les membres des groupes de travail sur une grande diversité de problématiques, d'enjeux liés à l'écologie. Le plus plébiscité, c'est évidemment le premier axe, former à la transition écologique. Comment est-ce que c'est un défi que se posent les établissements, et ils ont tout à y gagner, ils le savent, et c'est pour ça qu'à la COP d'étudiante, c'est facile de faire rejoindre plein d'établissements à la démarche. Comment est-ce qu'on fait en fait concrètement pour que les étudiants, quand ils sortent de leur établissement, ils soient en capacité de savoir comment ils peuvent concilier tout ce qu'ils ont appris dans leur établissement avec leur futur métier et avec leurs valeurs écologiques s'ils ont envie de bosser en faveur de la transition écologique. Donc, il y a une vraie dynamique autour de ces choses-là. La formation, c'est un enjeu majeur. Ça a été compris, je pense, par beaucoup d'étudiants, beaucoup d'établissements. La dynamique qu'il y a autour de la COP d'étudiante, autour d'autres organisations comme Pour un réveil écologique, comme le CIRCES qui réunit aussi la partie plus administrative des établissements.
Ça montre que la clé, c'est pas seulement de prendre le vélo, même si, comme l'a dit Quentin, prenez le vélo, c'est bien et ça compte, mais c'est de passer sur quelque chose de plus systémique. Si les étudiants et si les enseignants-chercheurs ont les leviers pour savoir comment affronter ça, pour savoir comment faire face aux problématiques écologiques, derrière, ça s'enchaîne, quoi. Et nous, on est persuadés, le message qu'on essaie vraiment de faire passer, c'est qu'on est persuadés qu'on a tout à gagner à faire des synergies entre groupes d'intérêts divergents déjà, enfin de positions divergentes, donc étudiants et enseignants-chercheurs. Ensuite, entre établissements, c'est le principe aussi des groupes régionaux et de faire un accord qui soit commun à des écoles de commerce comme TBS, par exemple, ou des universités. C'est pas évident de proposer des mêmes mesures à des écoles, des grandes écoles et des universités. C'est pas forcément le même fonctionnement. Donc, on essaye vraiment de diffuser le message qu'on a tout à gagner à réfléchir ensemble sur ces questions-là, sur la question de l'éducation très spécifiquement. On est sur des thématiques qui sont relativement nouvelles à l'échelle de ce qu'on peut apprendre dans une école. Le changement climatique, on en apprend plus tous les jours et c'est quelque chose de très actuel. Donc, on n'est pas toujours dans une posture apprenant-formateur, prof-élève, mais parfois dans une posture adulte-adulte où les élèves peuvent apprendre autant que les enseignants-chercheurs les uns aux autres. Donc, c'est vraiment le message qu'on essaie de porter avec la COP d'étudiantes. En plus de cet aspect COP, on a un festival et un forum qu'on fait les 10 et 11 avril. La formation et l'éducation, ça peut aussi être quelque chose de très ponctuel. Ça peut aussi être de la sensibilisation à un instant T. Donc, bon, là, je fais un peu la pub, mais on a plusieurs conférences, plusieurs ateliers, activités qu'on vous propose les week-ends des 10 avril. C'est tout en distanciel à cause de la situation sanitaire, mais ça tombe bien, on est confiné et il pleut. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Non, plus sérieusement, on propose, bon, sur 28 conférences, on a forcément une composition assez éclectique avec plein de sujets à traiter. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une approche qui ne soit pas trop académique, mais on essaie de privilégier les trucs interactifs, les ateliers, les films, les formats un peu innovants pour sensibiliser, pour faire mettre un premier pied, on va dire, dans les problématiques d'écologie au maximum de personnes. Je connais peu de personnes qui, après s'être frottées à tout ce qui est lié aux problématiques socio-écologiques, s'en sont désintéressées. On dit, ouais, bah, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de dormir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener les gens gentiment à ça pour après, qui sait, créer des vocations ou des synergies, des beaux projets, que ce soit ce qui est fait par des assos comme, alors encore une fois, il y a les ANED, le REFED, le Fonds Réveil écologique, il y a tout un écosystème autour de ça et c'est très chouette. L'aspect forum, c'est plus sur un aspect professionnel. Une fois, vous êtes sans doute plusieurs parmi les étudiants qui nous écoutent en tout cas, à vous dire, vous êtes déjà posé la question, OK, une fois que je vais être sorti, si je veux bosser dans la transition écologique, comment je fais? C'est pas toujours super clair. Donc, on essaye aussi d'apporter des pistes là-dessus. J'ai fini de faire ma pub. Presque, parce que donc après, nous, on va pérenniser l'association et l'idée, c'est d'être toujours plus ambitieux. On croit vraiment que, alors c'est un mot que j'ai utilisé beaucoup, mais qu'avec l'intelligence collective, on peut déplacer des montagnes. Ce qu'on fait à la COP2 étudiante, c'est assez inédit, mais on apporte quelque chose de solide, de concret, qui plaît aux établissements, qui marche. Donc autant être ambitieux. Pourquoi pas répliquer le projet, proposer d'accompagner d'autres équipes dans d'autres pays à faire le même type de projet, diversifier les formations touchées. Aujourd'hui, on touche principalement des grandes écoles et des universités, mais des formations comme des BTS, par exemple, ça peut être intéressant aussi d'aller diversifier ce public. Pourquoi pas aussi de s'attaquer entre guillemets au secondaire, où il y aurait du travail à faire. C'est forcément une autre démarche, vu que les programmes sont centralisés au collège et au lycée, il faut passer directement par le ministère. Mais il y a peut-être des choses à construire à ce niveau-là. Aller chercher toujours plus d'acteurs partenaires. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est quelque chose de très concret. On est en contact avec eux pour voir ce qu'il est possible de construire ensemble. Les CROUS, c'est des acteurs qu'on n'a pas eu le temps d'inclure cette année, mais qui, sur des aspects comme la consommation sur le campus, ont des vraies choses à apporter et sont des vrais partenaires à prendre en compte. Donc, l'idée de vous dire tout ça, c'est déjà de vous dire que si ça vous intéresse, la COP d'étudiante, on aura du travail l'année prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et plus sérieusement, en fait, là, on vous a présenté aujourd'hui la COP d'étudiante, on parle de ce qu'on connaît le mieux, c'est notre association, donc on sait bien ce qu'on y fait, on peut vous la présenter. Mais c'est surtout de dire des opportunités de faire des choses, le pouvoir qu'on peut avoir, que ce soit en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'enseignant-chercheur, que
que le personnel d'administration. En fait, que personne simplement motivé avec un vrai message, un vrai projet. Enfin, on peut vraiment construire des choses ambitieuses. Quand le projet de la COP d'étudiantes a été lancé, c'était quelques étudiants qui s'étaient dit « Ah, ça serait chouette de faire ça ». Ils ne savaient pas trop où ils allaient et on s'est lancé comme ça. On n'était pas porté à la base spécialement par une institution ou quoi. Donc, très vite, on a eu des partenaires. Et aujourd'hui, on est une asso qui est bien implantée dans le paysage associatif national, qui est un peu connue, etc. Donc, ça marche en fait. Et je finis sur un truc un peu motivational speech, mais vraiment, informez-vous, renseignez-vous et passez à l'action. Si vous avez cette envie-là, si vous avez ce message à porter, ça le fera, quoi. Que ce soit à la COP étudiante, ce sera avec plaisir, que ce soit au B3D de Toulouse Business School qui fait un super boulot, que ce soit au REFET, que ce soit en créant votre propre association si vous estimez que ce que vous voulez défendre, ça n'existe pas déjà et que ça ne fera pas de doublon. Voilà, vraiment, diffuser ce message-là et n'hésitez pas, une fois que vous êtes formé, à aller former d'autres gens et à faire en sorte que, encore une fois, on revient à ce qu'on disait, ça vienne de l'échelle locale, ça vienne de la société civile, cette espèce d'impulsion qui fait qu'au final, on s'en sortira quand même, quoi, pour finir cette note un peu positive. Voilà, on arrive à la fin de la conférence et ça va faire pile 3 quarts d'heure, c'est parfait. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au moment des questions, Charlotte. Oui, parfait. Super timing. Donc, merci pour cette intervention super intéressante. Donc, on va passer aux questions. N'hésitez pas à en poser si vous en avez qui vous viennent en tête pendant qu'on répond aux questions. Donc, on a une question qui nous demande « Êtes-vous optimiste quant à la signature de l'accord par de nombreux établissements ?» Et c'est une double question. Pensez-vous que des établissements signeront l'accord le jour de sa présentation, sachant que ce genre de décision doit se prendre avec de nombreuses personnes et sûrement être votée? Oui. Alors, pour répondre à cette question, l'accord, pour l'instant, nous, on ne l'a pas rendu public public. Il est déjà en négociation avec les établissements qui sont partenaires, donc les 70 et quelques établissements avec qui on est en contact. On leur a déjà soumis l'accord en posant, grosso modo, simplement la question, est-ce qu'un accord comme ça, vous le signeriez? Sinon, pourquoi, etc. C'est un accord qu'on a aussi construit en fonction de ce qu'on a récupéré des groupes de travail, qu'on a ensuite fait relire par la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles. Donc, il faut déjà voir que ce n'est pas un document qu'on a pondu, nous, de notre côté, en totale autarcie et sans consulter tout l'écosystème qui est autour, évidemment. Les retours qu'on a sur le document des établissements auxquels on a déjà soumis sont pour l'instant positifs. Alors évidemment, c'est une phase de négociation qui est très intéressante. Il y a des établissements qui vont dire « Ah, ce point-là, ce chiffre-là, cette date-là, ça ne nous convient pas. » Comment on peut amender ça? On en discute. Mais globalement, on a effectivement des retours plutôt positifs. On s'est vraisemblablement pas complètement planté en rédigeant l'accord et ça colle plutôt à la réalité des établissements. Est-ce qu'on aura des signatures le jour même? Oui. Combien? On ne sait pas. Surtout, en fait, l'idée, c'est de laisser l'accord. Contrairement à l'accord de Paris où c'était quelque chose de très ponctuel, nous, on est un peu plus libre que la CNUC pour rédiger un accord parce que c'est un accord symbolique. On n'a pas de pouvoir coercitif non plus, mais voilà. L'idée, c'est de laisser l'accord disponible à la signature sur un temps éventuellement un peu plus long, d'avoir peut-être un effet boule de neige avec quelques établissements qui signent l'accord le jour même et puis au fur et à mesure qu'il y a une discussion en mai, en juin, à la rentrée, d'avoir de plus en plus d'établissements signataires. Donc voilà, on ne s'attend pas à avoir 300 établissements qui vont signer notre accord le 10 et 11 avril. Ça serait effectivement un peu illusoire. C'est un processus qui demande du temps, c'est de la discussion, de la négociation, mais on est plutôt optimiste quant à la justesse, on va dire, de l'accord et les retours qu'on pourrait avoir dessus. Oui, et aussi, je me permets d'ajouter cette précision, mais on a pas mal d'établissements, notamment des gros établissements qui ont, par exemple, voilà, des grandes universités avec plus de 75 000 étudiants et plus de 8 500 employés qui nous disent écoutez, votre objectif de sensibiliser 100% des étudiants et du personnel aux enjeux socio-écologiques, vous êtes bien gentil, mais d'où est-ce que vous sortez votre argent? Est-ce que vous avez des aides financières, etc. Donc là, c'est toute la problématique après de mise en place dont on parlait tout à l'heure qui est assez difficile. Et c'est pour ça aussi qu'on est en lien en ce moment fort avec le ministère pour discuter de ces choses-là, parce que ça, c'est des choses où on n'aura pas les moyens. On ne peut pas se permettre de donner plusieurs millions d'euros, nous, à un établissement pour qu'il fasse tout ça. Donc, voilà, ce sont des choses qui impliquent de recouper beaucoup d'acteurs
et qui peuvent avoir un petit risque, c'est que beaucoup plus, disons que les plus petites structures et les plus petits établissements vont avoir plus facilement tendance à signer l'accord que les grosses structures qui, elles, ont un engagement qui n'est pas du même ordre de grandeur. Voilà. Ok, merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Florent? Non? Si, pourquoi pas. Sachant que de toute façon, ce que nous, on propose maintenant, c'est quelque chose qui, dans les mois, les années à venir, va arriver de tous les côtés aux établissements. On recoupe énormément des propositions qui ont été faites par le rapport ministériel de Jean Jouzel dont on vous parlait pendant la conférence. C'est pas un hasard. Hein, ce travail qu'on propose de faire aux établissements en les accompagnant, c'est un travail qu'ils devront de toute façon faire d'ici, dans le plus grand des cas, quelques années. Donc encore une fois, on a vraiment fait un truc qui est assez ciblé et qui n'est pas complètement déconnecté de la réalité des établissements. Faut garder ça à l'esprit aussi, je pense. Et d'ailleurs, une proposition aussi, je rajoute encore, je suis désolé, après j'ai fini, mais une proposition dans ce rapport ministériel, hein, c'est aussi d'organiser une rencontre nationale lors d'une journée ou d'un week-end, hein, c'est précisé dans le rapport, réunissant toutes les parties prenantes, en fait, typiquement la COP d'étudiantes, quoi. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment très très en ligne avec les recommandations, et donc ça c'est quelque chose qui est assez fort, et je pense que c'est pour ça aussi que ça les intéresse pas mal de s'intéresser au projet. Voilà. Ok, merci pour votre réponse. J'ai un autre étudiant qui demande justement si vous allez reprogrammer la COP chaque année. Et si oui, n'avez-vous pas peur que ce soit une charge trop lourde pour les établissements qui ne pourront pas réaliser chaque année une dizaine d'actions, sachant que certaines seront déjà en cours de mise en place? Bien sûr. Sur ce qui est de la pérennisation de l'association et de comment on va fonctionner chaque année, c'est un processus qui est encore en construction. Pour être tout à fait honnête, à la base, la COP d'étudiants, c'était pensé comme quelque chose d'éphémère, dans le sens où on faisait notre événement, on faisait un bel accord, on faisait un peu de service après-vente, pour dire ça comme ça, et puis après, bye bye. Et puis, on s'est rendu compte que devant la dynamique qu'il y avait, on est parti de 0 établissement, donc avoir plus de 70 groupes de travail à la fin de l'année, ce n'était pas acquis. Et on est très content que ça ait bien marché, qu'il y ait eu un bel entrant de ça. Mais en fait, voilà, devant le fonctionnement que ça a eu, devant plusieurs établissements qui nous ont dit le groupe de travail qui a été mis en place, que la COP de continue ou pas, nous, il existera, quel suivi vous proposez, etc. Ça nous est apparu de plus en plus logique de pérenniser l'association, mais c'est une décision qui est relativement nouvelle, qui est encore à construire, qui laisse plein d'opportunités, hein, c'est ce que j'ai montré sur la dernière slide. Mais qui laisse plein de choses à construire. Est-ce qu'on va pérenniser en gardant… Alors, on va garder l'aspect mise en place de groupes de travail, suivi de groupes de travail, synthèse au niveau national, etc. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on garde l'aspect festival tous les ans pour réunir les établissements? Ça, c'est encore en discussion. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais sur le coup de proposer 10 actions à faire chaque année, on ne reproposera pas un accord de Grenoble tous les ans de plus en plus ambitieux aux établissements. Hein. On peut imaginer, par exemple, des amendements en proposant d'aller plus loin sur certaines mesures qui ne paraissent plus tout à fait à jour. Mais l'idée, ce n'est pas chaque année de donner 10 objectifs de plus en plus ambitieux aux établissements. Évidemment, ça serait absolument intenable. On a des objectifs de l'accord qui sont de toute façon sur plusieurs années. Donc, mais effectivement, ça laisse plein d'opportunités à construire, d'accompagnement et de synergie à créer avec et entre les établissements. Et là-dessus, la porte est encore ouverte à plein d'options. Ok, merci. J'ai une autre question, c'est allez-vous suivre la mise en place de cet accord dans les établissements? Alors, la réponse, c'est… je me permets de répondre du coup, Florent. La réponse est oui, puisque sinon, il n'y aurait pas vraiment de sens à faire signer un accord si derrière, on ne fait pas de suivi. Donc, l'idée, en fait, ça va être… pour l'instant, hein, ce qu'on avait mis dans l'accord et ce qui aussi est en cours de négociation, c'est de faire remplir une enquête d'auto-évaluation par l'établissement. Donc, alors par le groupe de travail, donc pas forcément l'établissement en particulier, pour en fait suivre simplement ce qui a pu être mis en place. Et comme c'est le groupe de travail qui s'auto-évalue, en théorie, on devrait obtenir des réponses à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs et du personnel d'établissement. Donc normalement, on a des réponses qui sont à peu près cohérentes. Enfin, il devrait tomber sur un consensus. Le petit problème à ça, qui a été soulevé, c'est qu'il existe déjà beaucoup d'enquêtes d'auto-évaluation, notamment celles quand les engagements s'engagent à être labellisés des DRS, Développement durable et responsabilité sociétale, qui est un label, hein, qui d'ailleurs, ils ont leur propre référentiel
qui a des axes de travail qui sont très proches des nôtres parce qu'on s'est inspiré de leur référentiel pour construire nos axes de travail. Et ça ferait en fait doublon de devoir remplir à la fois cette enquête et notre enquête. Alors, pas exactement, puisqu'on ne fixe pas les mêmes objectifs que le référentiel. Et puis, c'est peut-être un petit peu moins long parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'autant de chiffres et d'informations pour remplir l'enquête que nous, on va proposer. Mais l'idée, en tout cas, c'est que voilà, on reste sur ce système d'enquête pour l'instant qu'on proposerait et à voir s'il y a des synergies à faire avec le label des DRS ou pas. C'est en discussion, c'est des choses qu'on est en train de discuter et qui seront fixées la semaine prochaine. Du coup. Voilà. Dans tous les cas, on n'a pas de pouvoir coercitif, certes, à la COP d'étudiantes, mais l'idée, ce n'est pas de dire aux établissements, nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire, voilà, maintenant, débrouillez-vous sans nous. Évidemment, il y aura un suivi des mesures, voir ce qui marche pas, pour pouvoir, pareil, faire du retour d'expérience toujours dessus et diffuser aux autres établissements. Ouais, on ne va pas abandonner le navire comme ça après l'accord des Gaulois. Ouais, et puis surtout aussi encourager, là bien sûr que les établissements qui vont avoir réussi à mettre en place des mesures, bien sûr que au maximum on va les encourager. Donc le moyen qu'on a pour l'instant, puisqu'on est confiné, c'est de faire de la publicité sur eux. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un bon moyen d'encourager. À l'inverse, on n'a pas du tout envie de faire de la publicité qui justement dit vous n'avez pas fait ça, la publicité qui dénonce. On a plutôt envie de faire la publicité assez positive et qui encourage justement ceux qui ont réussi à mettre en place de bonnes pratiques. Ok, merci. J'ai aussi une question qui me demande quels axes de travail ont été étudiés par TBS et en général, quels sont les axes de travail qui ont été plus utilisés. Donc pour TBS, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'axe 4 et l'axe 6. Après, le nom exact, c'était travail insertion. Enfin, je ne sais pas exactement le nom. Et l'axe 6, c'était construire le campus. Et je ne sais pas encore le nom exact. Effectivement, ouais, travail, insertion professionnelle, inclusion, donc sur l'aspect comment est-ce que le monde du travail s'insère aussi là-dedans. Mine de rien, c'est aussi des acteurs à considérer, les organisations professionnelles, entreprises ou autres. Les axes qui ont été très plébiscités, on a l'axe 1 sur la formation, évidemment, aux enjeux. On revient à ces questions d'éducation et de formation. L'axe 1 a été très, très, très plébiscité. On a eu sur la recherche aussi, je crois que c'est l'axe 3, Quentin, je te laisserai compléter, mais qui a été pas mal demandé. Je te laisse compléter, Quentin. Oui, alors je sais que l'axe 1, effectivement, a été très plébiscité. Là, j'ai les résultats sous les yeux, comme ça, je peux vous le dire en direct parce que je n'arrive pas à retenir en direct. Mais si on essaye de faire un classement un peu, donc c'est l'axe 1 le plus plébiscité, vraiment 47 établissements sur 70, donc c'est vraiment beaucoup. Ensuite, c'est l'axe 7, donc sur la consommer sur le campus, qui a été pas mal travaillé. Ensuite, sur le podium à égalité en troisième position, nous avons l'axe 6, donc construire le campus. Et puis, l'axe 4 sur le travail, insertion, emploi d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Et puis, ceux qui ont été du coup avec moins d'intérêt pour l'instant, c'est mobilité et territoire. Donc, en premier, mobilité et territoire. Donc, ça va être tout ce qui va être, par exemple, tout ce qui est lié à les processus d'internationalisation, je vais y arriver. Donc, comment encourager les étudiants à faire leur Erasmus ou leur séjour interculturel tout en réduisant leur empreinte carbone. Ça, c'est un petit problème. Hein. Et puis, on a aussi l'axe 2, santé, risques environnementaux, qui n'a pas été beaucoup étudié, et l'axe diversité inclusion. Voilà. Ok, merci. Il y a aussi une question sur combien de personnes travaillent sur le projet en dehors, sans compter les personnes du groupe de travail. Ouais. Alors là-dessus, on est sur un peu plus d'une soixantaine de personnes qui sont à l'équipe organisatrice stricto sensu, donc que ce soit sur l'aspect de mise en place des groupes de travail, suivi des groupes de travail, sur l'aspect forum, festival, la logistique attenante, la communication, etc. Donc on est sur un peu plus d'une soixantaine de personnes, ce qui est déjà pas mal, doublé d'un comité scientifique d'enseignants-chercheurs qui nous a aidé à définir par exemple les axes de travail, qui nous a aidé à avoir une représentation de thèmes assez éclectiques pour la programmation du festival, etc. Donc là, c'est encore une quinzaine de personnes et puis une dizaine de personnes au comité de pilotage qui est une sorte de conseil d'administration de l'association. Donc, on va dire, en comptant des personnes qui sont investies à un moment dans l'asso et qui ne peuvent plus y être maintenant, on est sur une petite centaine de personnes autour de l'équipe.
Ok, merci. Aussi, on me demande si tout le monde pourra lire l'accord. Oui, à partir du moment où il sera rendu public le 10 avril, il est public, accessible sur notre site. Il n'y a plus aucun secret, plus aucun tabou. C'est juste pendant la phase de négociation et de relecture, effectivement, les premiers drafts. On n'a pas d'intérêt à les rendre publics, évidemment, mais il sera complètement accessible à partir de sa présentation. Il y a un autre étudiant, ça recoupe peut-être un peu une question qui a été posée, mais qui demande si la majorité des idées des établissements étaient plutôt axées environnement ou axées social. Ouais, si je peux me permettre de répondre là-dessus. On est en cours d'analyse, donc c'est compliqué de répondre parce qu'on a eu énormément de réponses à la deadline, quoi. Donc c'est très compliqué. En tout cas, moi, ce que j'ai vu pour l'instant, c'est plutôt sur de l'environnemental que du sociétal, mais à voir. Peut-être que ça se trouve, il y a plein de rendus. Il y en a plus de la moitié là qu'on n'a pas encore analysé, donc je ne peux pas vous dire, pas vous garantir. Nous, dans la démarche qu'on a adoptée, on est donc on parle d'enjeux socio-écologiques à dessein. Évidemment, l'aspect social nous paraît intrinsèquement lié à l'écologie et indissociable, mais c'est vrai que c'est sur l'écologie que non seulement on a axé pas mal la construction des axes de travail, sur l'écologie que les établissements sont demandeurs aussi en général sur l'aspect sociétal. Ils ont plus de pistes, parfois ils ont déjà mis plus de trucs en place que sur l'aspect écologique. Ça dépend des établissements évidemment, mais voilà. Et puis, c'est des trucs qui vont me perdre de toute façon. Hein. Charlotte parlait de la démarche RSE de TBS en début de conférence, par exemple. Ce n'est pas un hasard le mot RSE, responsabilité sociétale. Enfin, c'est des thématiques qui sont liées. On a pas mal axé sur l'écologie, donc on a pas mal de mesures qui touchent à l'environnemental, mais on a bien mis un point d'honneur à avoir du social, du sociétal et de l'environnemental. Ok, merci. Et je vais prendre une dernière question parce qu'il est l'heure. Est-ce que les établissements qui participent majoritairement à la COP sont plutôt des écoles ou des universités? Alors là-dessus, si je peux répondre, on a majoritairement des écoles en termes si on prend ça en termes de nombre d'établissements, on a plus d'écoles que d'universités, tout simplement parce qu'il y a plus d'écoles en France déjà que d'universités. Les universités, c'est des grosses structures. Que parfois, on a des universités qui s'engagent, qui constituent un groupe de travail, mais les écoles qui sont rattachées à ces universités constituent aussi elles-mêmes un groupe de travail. Donc, évidemment, on a plus d'écoles que d'universités. En termes d'étudiants touchés, d'étudiants que ça impacte. Par contre, les universités ont évidemment beaucoup plus d'étudiants que les grandes écoles. Donc là, ça se compense à ce niveau-là. Mais il y a plus de grandes écoles. C'est plus facile parfois pour elles, vu que c'est des structures plus petites en général, de se mobiliser sur ces questions-là. Donc, on a plus d'écoles que d'universités, mais on a plusieurs universités dans la démarche. On est en lien étroit avec la conférence des présidents d'université, donc elles ne sont pas laissées sur le carreau. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois, Florent et Quentin, pour votre intervention et pour le temps que vous nous avez accordé. Et je vous informe que la conférence, comme toutes les autres conférences, va se retrouver sur le YouTube de TBS en replay. Et donc maintenant, vous pouvez vous déconnecter et aller à votre conférence suivante ou à vos ateliers suivants. Donc merci de votre écoute. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, ma dernière instant pub sur le site copdetudiante.org, vous aurez toutes les infos pour tout ce qui peut vous intéresser, le contact, si vous voulez reprendre contact avec nous. En tout cas, merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.